Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Alors, cette vidéo, je vais reprendre quelques petites informations que j'ai données dans la vidéo d'hier, qui s'appelait « Faut-il mettre à jour ces décodeurs et ces logiciels ?» parce que je pense que y a 2-3 précisions qui sont intéressantes et importantes à donner pour l'ensemble des modélistes, et parce que il y a quelques petites subtilités. Alors, je vous ai effectivement évoqué hier mon opinion, pourquoi il fallait mettre à jour les décodeurs par rapport aux 3 piliers qui étaient la mise à jour de fonctionnalités, la stabilité du système et régler les failles de sécurité. Néanmoins, je n'avais pas parlé d'une chose qui est aussi assez importante. De plus en plus, les locomotives ont, dans leur constitution et dans le circuit électronique qui vient accueillir la carte fille qu'est le décodeur, des composants plus ou moins impactants qui peuvent poser problème sur la mise à jour des décodeurs et la mise à jour dans de bonnes conditions des décodeurs, notamment les décodeurs son qui sont beaucoup plus sensibles, d'une part parce qu'ils ont une électronique beaucoup plus complexe que les décodeurs normaux, puisqu'ils ont une couche supplémentaire en charge de devoir gérer le son. Et donc effectivement, dans certains cas et avec certaines locomotives, il est très important d'avoir en tête que l'électronique qui est à l'intérieur de la locomotive peut perturber la mise à jour et la mise à jour correcte du décodeur. Donc c'est pour ça que les fabricants vous vendent, en plus de leur boîtier de programmation, c'est le cas chez AESU et chez le cas chez Zimo, de platines sur lesquelles on va pouvoir venir mettre le décodeur hors de la locomotive pour procéder à sa mise à jour. Et c'est vrai que quand on a des décodeurs comme ça qui sont un petit peu, qui vont avoir une complexité logicielle beaucoup plus importante, le risque que la transmission de données lors de la mise à jour du décodeur soit perturbée par les composants qui se trouvent sur la platine, et notamment dans certains cas, un dispositif très particulier qu'on appelle le Stay Live, qui sont en fait des supercapacités qui vont être des réserves d'énergie pour notamment permettre aux locomotives de continuer à fonctionner quand elles arrivent sur des parties un petit peu délicates de votre réseau. Je pense notamment à une enfilade d'aiguillages qui serait mal réalimentée, notamment au niveau des pointes de cœur, ou qui, pour des besoins spécifiques, n'ont pas de réalimentation des pointes de cœur, justement. Et bien effectivement, ces dispositifs, ces capacités qui sont constituées d'étages de réalimentation et qui vont fournir de l'énergie, une énergie calibrée pour une supercapacité, ce qu'on appelle les étages Buck, et les supercapacités vont provoquer des problèmes lors de la mise à jour, parce que la mise à jour du décodeur se fait sur un mode particulier du microcontrôleur qui se trouve dans le décodeur, et s'il y a une réserve d'énergie parasitaire accolée à la carte fille, donc accolée au décodeur, cette réserve d'énergie peut venir perturber le fonctionnement en mode programmation du décodeur. Donc c'est sûr que les fabricants, conscients de ça, vous commercialisent des platines où on peut mettre le décodeur sur la platine, et donc il faut le sortir de la locomotive et le mettre à jour sur la platine. Effectivement, cette mise à jour, cette façon de mettre à jour le décodeur est la plus safe possible, parce que vous n'avez pas le contact rail-roue, qui est très défavorable, ça je vous en ai parlé, parce que vous avez très peu de risques de perturbation exogène, puisque le décodeur, la carte fille du décodeur, se trouve sur une platine qui est une platine sécurisée, avec directement mis en lien avec le programmateur, et donc sur un banc sorti de votre réseau, sorti d'un environnement potentiellement pollué
par des émissions électromagnétiques, par des réserves capacitaires, par toute une série de perturbations exogènes qui peuvent nuire à la mise à jour du décodeur, et bien effectivement, ces platines-là vous permettent de faire une mise à jour au banc, puisque c'est un peu comme ça que ça se passe, et cette mise à jour au banc est, dans certains cas, bien plus sécurisée qu'une mise à jour directement du décodeur quand il est dans la locomotive. Donc, c'est une petite précision que je voulais donner parce que Johan Delage m'a fait ce message-là et je trouve qu'il a tout à fait raison. Je n'en avais pas parlé parce qu'effectivement, pour moi, dans la majorité des cas, notamment les décodeurs qui sont des décodeurs dits simples, c'est-à-dire qui n'ont pas de carte son et qui, en plus, dans la plupart des cas, sont équipés dans des locomotives qui n'ont pas de dispositif de réserve d'énergie, donc de power pack ou de supercap. Et bien, effectivement, moi, dans la plupart des cas, la mise à jour de ces locomotives peut se faire sur ma boîte de programmation et ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est vrai que dans le cas des décodeurs son, et dans le cas des décodeurs, des locomotives qui sont munies de réserves capacitives, pour justement permettre le fonctionnement d'une locomotive dans des zones grises ou des zones mortes, avec une mauvaise transmission du signal DCC par le contact rail-roue, eh bien, effectivement, pour éviter de perdre des cheveux et d'avoir des échecs de mise à jour, il est conseillé, effectivement, de sortir le décodeur de la locomotive, de le mettre sur une platine, connectée à votre boîtier de programmation, et de faire une programmation hors site et hors locomotive. Après, il y a quand même un problème, c'est que manipuler ces composants électroniques, cette carte fille, ce décodeur, dans certains cas, c'est quand même délicat, ça nécessite quand même, du coup, d'être dans un processus de maintenance beaucoup plus lourd, parce que ça vous oblige à ouvrir la locomotive, à extraire le décodeur, à le mettre sur la platine, à l'encoder, à faire vérifier, à être très précautionneux, sur les décharges électrostatiques, donc c'est-à-dire bien se mettre à la terre pour éviter d'endommager l'électronique lors de la manipulation d'extraction, de mise en place sur le banc de programmation et ensuite après le replacer. Donc c'est sûr que là, quand on est face à une locomotive sur laquelle on a ce genre de dispositif, je pense notamment aux locomotives très 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 intégrées, très très petites. Je pense par exemple au Y2100 de RE ou des locotracteurs très très petits. Le fait de l'ouvrir déjà, c'est toute une histoire, et le fait d'en extraire le décodeur pour pouvoir le mettre sur une platine, là c'est opération rock'n'roll. Je pense aussi notamment aux locomotives qui ont des décodeurs directement intégrés sur la platine. C'est le cas du Y8100 de Rocco qui a une platine décodeur. Là, ça, c'est pas possible. Alors, après, pour avoir effectivement beaucoup moins d'expérience dans la mise à jour des décodeurs son que Johan Delage, qui est un préparateur de renom au niveau des cuisines audio pour les décodeurs, que ce soit les Logpilot ou les MS de chez Zimo, lui a beaucoup plus d'expérience là-dessus et un retour que je respecte totalement. Donc, il y a effectivement des machines, et ça, il faut regarder un petit peu comment elles sont constituées et ce que dit le fabricant spécifiquement sur la machine. Il peut y avoir des difficultés lors de la mise à jour des décodeurs. Maintenant, moi, sur la grande majorité des décodeurs et des machines que j'ai, qui sont de génération intermédiaire, soit qui ne sont pas équipés de décodeurs son, soit qui ont été équipés par mes soins de décodeurs, et qui, dans la grande majorité des cas, ne sont pas équipés de dispositifs de réserve d'énergie style Stay Alive. Je n'ai jamais eu réellement de soucis à la mise à jour des décodeurs. Le seul problème que j'ai pu avoir, et le système, en fait, s'est auto-sauvegardé et finalement n'a pas provoqué le caviardage
du firmware dans le décodeur, c'est quand le contact rail-roue était encrassé parce que la voie de programmation était sale ou parce que les roues de la locomotive en elles-mêmes étaient sales et les palpeurs étaient sales. Et la seule fois où j'ai été confronté à ça avec la Z21, quand j'ai mis à jour un décodeur Zimo, bah, tout simplement, il m'a mis erreur de comment ça s'appelle, de flashage. Veuillez recommencer. Et c'est à ce moment-là, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai nettoyé la voie, j'ai nettoyé les palpeurs et les roues. Et quand je l'ai remis, j'ai relancé la mise à jour et ça s'est passé correctement. Après, dans certains cas, ça peut être beaucoup moins easy. Maintenant, ça n'enlève pas le fait de ce que je vous ai dit hier, sur le fait que pour les 3 raisons citées de fonctionnalité, de stabilité et de sécurité, la mise à jour des décodeurs reste une option qui est intéressante et qui, dans certains cas, est très rapidement nécessaire. Je pense notamment, par exemple, dans le cas où des fabricants ont fait leur propre cuisine sur le firmware du décodeur en accord avec le fabricant. J'ai souvenir que Mistral avait fait des modifications comme ça sur des décodeurs par rapport aux décodeurs grand public, retail qu'on trouvait en magasin. Les décodeurs qui étaient installés étaient certes de la même marque, mais il y avait eu des modifications, que ce soit des modifications de mapping ou des modifications de câblage, ou parfois les deux. Donc c'est sûr que il peut y avoir des exceptions, mais dans 90% des cas, la mise à jour du décodeur se passe bien. Alors effectivement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo aussi hier, la mise à jour du décodeur, c'est quelque chose que l'on fait pour justement garantir la stabilité de son matériel. Mais si vous ne vous sentez pas l'âme de le faire, l'âme aventureuse de le faire, vous pouvez toujours confier la mise à jour de votre décodeur à des professionnels comme Johan pour justement avoir votre décodeur mis à jour, moyennant effectivement finance, parce que il y a de la main-d'œuvre, il y a des manipulations, etc. Mais il n'empêche que dans la plupart des cas, les mises à jour se passent bien. Effectivement, Johan a parfaitement raison, il faut être très attentif aux dispositifs de power cap et de réserve d'énergie qui peuvent perturber. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de totalement inconnu, puisque c'est marqué noir sur blanc dans les notices des fabricants, que ce soit la notice du log pilote et du log sound, ou DMX, MN et MS de chez Zimo, il est bien indiqué que la présence de supercap, donc de dispositifs Stay Alive, peuvent perturber la mise à jour des décodeurs, et que par conséquent, il est très fortement conseillé de les shunter, enfin de les enlever, plus que de les shunter d'ailleurs, de les enlever pour permettre le bon déroulement de la mise à jour. Voilà, c'était une petite précision que je voulais donner, parce que je pense que c'était important de le dire dans la suite de la vidéo, et c'était important que ça sorte aujourd'hui, dans la suite de la vidéo d'hier, où je faisais un constat d'ordre général, effectivement, qui me semble pertinent, et je remercie d'ailleurs Johan d'avoir pointé ce point-là un peu particulier, parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui se retrouvent dans l'embarras avec une mise à jour qui ne se passe pas comme prévu à cause justement de ces dispositifs. Il y a aussi un autre élément que je voudrais préciser et revenir. J'ai un peu éludé le fait que on ait ces mêmes possibilités de mise à jour avec les centrales station 3 de Marklin, et donc Marklin Trix, et avec d'autres fabricants dont moi, à titre personnel, je n'ai pas l'usage. Je sais que Pico a des décodeurs propriétaires. Je subodore qu'ils ont aussi un suivi et des mises à jour. Je ne sais pas dans quelles conditions sont faites les mises à jour des décodeurs Pico. J'ai, par curiosité, regardé comment se passaient les mises à jour des HM7000, et Hornby, à son habitude, ne renseigne rien, ou quasiment rien. Mais de ce que j'ai pu comprendre, les mises à jour des HM7000 étaient liées à l'application mobile, qui se chargeait de mettre à jour la partie Bluetooth, le microcode, le firmware de la partie Bluetooth. Ce qui me confirme par ailleurs
que, en tout cas pour les décodeurs de la marque Hornby, il n'y a aucune information concernant la mise à jour des décodeurs. Donc on est encore dans l'opacité la plus complète, mais venant de chez Hornby, ça ne m'étonne pas plus que ça, parce qu'effectivement, vu la réponse que j'ai eue, notamment sur les histoires de pièces détachées par les officiels, je pense qu'en fait la seule réponse qu'ils ont envie de donner à leurs clients, c'est si vous avez un problème, renvoyez la machine. Voilà. Donc, le groupe Hornby, donc, et toutes les marques afférentes au groupe Hornby, a une politique de maintenance, de suivi et de pièces détachées que j'estime être une honte et héritée de méthodes et de réflexes de fabricants que moi je trouve totalement insupportables, et ça m'a encore été confirmé hier, et j'en ai parlé d'ailleurs dans Discord. Voilà, donc ça c'est vrai que vous avez des fabricants qui jouent le jeu, et ça, les deux grands fabricants que sont Zimo et ESU jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils vous proposent très régulièrement des mises à jour, ils vous proposent un suivi de leurs produits, et même si ils ont sorti une nouvelle gamme, ils continuent à avoir une veille sur les gammes plus anciennes, à voir notamment sur la liste de mise à jour de Zimo, le nombre de décodeurs, notamment pour les versions MX, qui sont encore supportés et encore mis à jour avec les dernières révisions de firmware. Et ça, c'est tout à leur honneur, et je salue vraiment ces initiatives-là qui permettent effectivement aux utilisateurs d'avoir un suivi de leurs produits, et pas uniquement sur l'année de la production. Bon, maintenant, c'est sûr que la manipulation, et ça va être le disclaimer de fin, la manipulation de toute carte électronique et d'électronique sensible comme les décodeurs doivent se faire avec les précautions d'usage, un bracelet antistatique dans le meilleur des cas, de s'être mis à la masse, c'est très bien aussi, et ça vient s'inscrire, si vous voulez, dans le cadre des grandes révisions générales de vos matériels. Et effectivement, je ne le dirai jamais assez, si vous avez un doute, ne le faites pas. Si vous en sentez pas capable, ne le faites pas. Confiez le matériel à quelqu'un qui aura plus d'aisance, c'est mieux que de se lancer dans une aventure et au final, tout foutre en l'air. Voilà. En tout cas, je tenais à faire cette petite précision parce que je pense que c'est intéressant, et voilà, je sais que quand on fait des vidéos comme ça qui se veulent à destination du plus grand nombre, on va avoir tendance à simplifier et ne pas rentrer dans le détail, ni rentrer dans les cas particuliers qui peuvent effectivement poser problème. Et je pense que c'est suffisamment signifiant, les problèmes des stay alive et des réserves capacitives pour pouvoir passer les obstacles. Je pense que cette particularité qui équipe, et qui va avoir tendance à équiper de plus en plus de locomotives d'ailleurs, hein, puisqu'il y a la 72 000 par exemple, elle a deux grosses réserves de capacité pour ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir mis beaucoup de messages dans l'espace commentaire sur les dernières vidéos. Merci énormément à toutes les personnes qui mettent des petits pouces vers le haut. Merci aux abonnés récents, et aussi à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement du projet Nomade, vidéo du projet Nomade qui arrivera plutôt demain, parce que hier j'ai eu pas mal de contretemps qui m'ont empêché de pouvoir faire les tournages et de faire mon planning. Mais rassurez-vous, ça va arriver. En tout cas, bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!